Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu les tensions récentes là au Moyen-Orient. Ça implique l'Iran, bien sûr, les États-Unis, Israël. Mais pas seulement, hein. On voit aussi la Russie, la Chine, même la Corée du Nord qui entrent dans l'équation. On a regardé pas mal de choses, des analyses vidéo, des articles. Oui, des sources qui parlent de frappes américaines, de menaces sur le détroit d'Ormuz, d'un cessez-le-feu très précaire, et puis d'alliances assez inattendues. Et notre objectif, c'est un peu de démêler tout ça, de voir les différentes versions, parfois contradictoires d'ailleurs, et d'essayer de comprendre ce que ces événements, ces récits nous apprennent sur ce conflit en particulier. Ok, alors commençons par l'escalade. On a donc, selon les sources, des frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens. Fordo est mentionné. Oui, et Trump qui s'est félicité publiquement du succès de ses frappes. Et quasi dans la foulée, réaction iranienne, EP, le Parlement vote une résolution, bon elle est non contraignante mais quand même, l'idée c'est de fermer le détroit d'Ormuz. Et là il faut bien mesurer ce que ça veut dire, hein, le détroit d'Ormuz. C'est 20 à 30% du pétrole mondial qui passe par là. C'est énorme. Donc une fermeture, même juste la menace, ça a des conséquences. Ah bah oui, direct. Hausse des prix du pétrole, inflation, un choc économique potentiel. C'est tellement stratégique que les USA auraient demandé à la Chine d'intervenir, de calmer l'Iran. Et comme si ça ne suffisait pas, on a eu cette déclaration de Medvedev, l'ancien président russe. Oui, qui a un peu jeté un froid en suggérant que d'autres pays pourraient fournir des armes nucléaires à l'Iran. Ça ajoute une couche de complexité, disons. Et au milieu de tout ça, Trump annonce un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Oui, sauf que ça n'a pas tenu longtemps. Enfin, si, on en croit les reportages. Apparemment, violation quasi immédiate. Des tirs de missiles des deux côtés, peu après l'annonce. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Trump aurait été passablement énervé. Pas seulement contre l'Iran, mais aussi contre Israël. Ah oui, pourquoi? Il les aurait accusés d'avoir largué un grand nombre de bombes juste après l'accord. Il aurait même appelé Netanyahou pour lui dire de respecter la trêve, quoi. Donc un cessez-le-feu très fragile, voire peut-être pas très sincère dès le départ. Disons que ça pose sérieusement question sur sa solidité, oui. Pendant ce temps, on voit aussi des alliances se dessiner ou se renforcer. Kim Jong-un, le leader nord-coréen, oui, soutien très très marqué à l'Iran contre Israël. Il y a cette phrase qui a été reprise, hein, ceux qui veulent brûler l'Iran devront d'abord marcher sur nos cendres. C'est fort, ça donne le ton. Comment on peut analyser ça? Une des sources propose une lecture assez idéologique, une sorte d'axe des opprimés, si on veut, Corée du Nord, Iran, Hezbollah, Houthis, contre ce qu'ils appellent l'impérialisme. Il y a presque une dimension spirituelle là-dedans. Une lutte pour la justice, en quelque sorte. Voilà, c'est un peu l'idée présentée. Et en parallèle, on note aussi la visite du ministre iranien des Affaires étrangères à Moscou pour renforcer les liens avec la Russie, peut-être revoir des accords. D'accord. Mais alors, là où ça devient vraiment déroutant, c'est quand certaines analyses commencent à douter de la réalité même des frappes américaines initiales. Exactement, c'est la grosse question soulevée. Est-ce que c'était une vraie attaque ou est-ce que c'était une sorte de mise en scène coordonnée? Une mise en scène. Carrément. Mais sur quoi ils se basent pour dire ça? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, des doutes techniques. Est-ce que les bombes utilisées, les GBU-57, pouvaient vraiment atteindre les installations de Fordo, qui sont enterrées très très profondément? Ok. Ensuite, et ça c'est peut-être plus troublant, des infos, des images satellites qui suggéreraient que le site de Fordo aurait été évacué avant les frappes. Attendez. Évacuer avant. Oui, Mouvement de camions, possible déplacement de matériel sensible comme l'uranium enrichi, tout ça aurait été signalé juste avant. Mais si c'est vrai, ça change complètement la lecture de l'événement, non? Ah bah oui. Parce que si vous frappez un site vide ou préparé, l'impact n'est plus le même. Et il y a un autre point. L'absence de réaction militaire iranienne pendant les frappes. Pas d'avion, pas de missiles solaires. Rien. Donc l'hypothèse, ce serait quoi? Un accord secret? c'est une des hypothèses avancées, oui. Un accord tacite USA-Iran. Ça rappellerait un peu un incident de 2020 où Trump aurait dit avoir été prévenu par l'Iran avant une de leurs frappes de représailles pour éviter les victimes américaines. Et l'intérêt d'une telle manœuvre aujourd'hui? Pour les USA, ça permettrait à Trump de montrer sa fermeté, de dire «j'ai frappé». Pour l'Iran, ça donnerait une raison de ne pas répliquer trop fort, tout en continuant peut-être des discussions secrètes qui auraient lieu à Oman selon certaines sources. Fascinant comme scénario. Alors si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de ces récits parfois très divergents sur ce conflit en particulier?
Ce qui est frappant, c'est cette tension entre ce qui est montré, la performance publique du conflit, et ce qui se passe peut-être réellement en coulisses. Les sources nous invitent vraiment à questionner ce décalage. Donc ne pas prendre pour argent comptant les déclarations et les images. Disons qu'il faut être très prudent. On voit aussi l'importance des alliances externes, Russie, Chine, Corée du Nord. Elles pèsent dans la balance. Et puis il y a cette leçon sur la difficulté de savoir où est la vérité. Surtout quand la possibilité d'une mise en scène est évoquée par les analystes eux-mêmes. Exactement. C'est une illustration, je trouve, de la complexité immense de la géopolitique aujourd'hui et de la circulation de l'information. Discerner l'intention réelle derrière les actes devient très compliqué. Donc, en résumé, on a une situation qui reste explosive, des menaces sérieuses sur le pétrole mondial, des tentatives de calmer le jeu qui semblent très peu efficaces, des alliances qui se solidifient, et cette énorme interrogation soulevée par les sources, conflits réels ou gestion de crises coordonnées et cachées. Ça laisse matière à réfléchir. Ouais. Et peut-être une dernière pensée. Face à toutes ces incertitudes, ces versions qui s'opposent, et cette idée de théâtre géopolitique qu'on a vu dans nos sources, comment on fait pour développer un regard critique? Qu'est-ce que cette opacité nous dit sur les relations internationaux et la diffusion de l'info aujourd'hui?